Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Aujourd'hui nous sommes le mardi 10 août et depuis hier en France vous êtes désormais soumis au Ausweis, au papier pité dans les bars, les restaurants, dans les salles de gym, les musées, les parcs d'attractions, les cinémas. On s'attendait à ce qu'il y ait peut-être des clashs dans différents endroits. Pour l'instant je n'ai pas vu. Peut-être qu'il y en a eu. Force est de constater que malheureusement les images qui sont diffusées sont pathétiques, sont dramatiques. Et j'ai même envie de dire que la légitimité est évidente pour ceux qui trouvent une certaine similitude par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation, où vous aviez des contrôles d'identité de la part de la police française que aussi bien de la Gestapo. Évidemment, sur les réseaux sociaux, il y en a toujours qui disent oui, non, c'est exagéré, tout le tralala. Le fait est, c'est que on est partagé finalement. On est partagé entre révolte, colère, incompréhension. Et en face, on est confronté à ces fameux gens inévitables qui sont consensuels, complaisants. Parce que, évidemment, ils sont du bon côté de la barrière. Ils sont vaccinés, ils ont le droit à un pass. Donc, finalement, ils satisfont à leurs petits plaisirs, à leurs petits besoins, à leur petite vie, à leurs petits égoïsmes, sans avoir d'ailleurs aucune honte de ne pas avoir un once de solidarité ou même une once de considération par rapport à l'événement lui-même, au fait du roi, comme on pourrait dire. Alors évidemment, on a encore le mois d'août à passer. Il va y avoir la rentrée. La rentrée, on peut éventuellement faire de la prévision. On peut envisager, imaginer ce qui pourrait arriver, surtout que au mois de septembre, il va y avoir aussi le bilan de tous les acteurs économiques estivaux. Et puis, évidemment, on le sait, et je le répète, cette loi pour l'instant n'est que temporaire. Elle est normalement prévue jusqu'au 15 novembre. Mais soyons honnêtes, soyons réalistes. Déjà que nous avons des lois de l'urgence terroriste qui sont toujours actives, qui ont même été confirmées et institutionnalisées. Donc pourquoi il n'en serait pas autrement que pour ces lois sanitaires ? Je pense qu'à mon avis, vous n'avez même pas idée de ce qu'il y a dans ce texte de loi et un certain nombre de textes. Il y a par exemple des textes qui donnent un pouvoir au Premier ministre, que moi, personnellement, je trouve ça dangereux. Dangereux parce que le Premier ministre peut très bien interpréter une situation d'urgence sanitaire pour s'octroyer par ses lois un pouvoir qui est celui d'un pouvoir totalitaire. Que dis-je ? L'usage du terme aujourd'hui très controversé, très débattu de tyrannie, j'ai envie de dire, tous ces gens qui aujourd'hui sont en train de relativiser en disant mais non, mais vous exagérez d'utiliser le terme dictateur, d'utiliser le terme de tyrannie, etc. Eh bien, j'invite ces gens à relire un grand classique de la compréhension des systèmes, qui est le contrat social de Rousseau. Dans son livre, tout est dit, tout est là, toutes les données sont là, pour comprendre la subtilité des choses, pour comprendre l'équilibre des choses. Et estimer qu'en effet, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, sous le prétexte d'une pandémie, est une orientation qui va plus vers quelque chose de fascisant que de démocratique. Encore une fois, je le répète, à ceux qui, évidemment, vont toujours essayer de relativiser les choses en disant « mais non, vous exagérez, c'est du complotisme, etc. » Ce n'est pas la première fois que le fascisme, la dictature, le totalitarisme réussit à se glisser, en général, par des processus démocratiques.
Dans ma précédente vidéo, je l'avais rappelé. Adolf Hitler n'est pas arrivé chancelier sur un coup d'État. Il a essayé autrefois un coup d'État, qui a raté. Il a fait la prison d'ailleurs pour ça. Prison dont d'ailleurs il a eu le temps d'écrire ce fameux livre, Mein Kampf, que d'ailleurs en France on réédite. Mais attention, on précise, on le réédite, mais de façon annotée. Que ce n'est pas par un coup d'État que Mussolini est arrivé au pouvoir en Italie. C'est par un processus démocratique. Donc, pourquoi il en serait autrement aujourd'hui de voir des gens faire un coup d'État démocratique sous le manteau de la démocratie? Quand je dis coup d'État démocratique, attention, hein, c'est bien coup d'État démocratique. Et une fois qu'on prend le pouvoir, et bien là, on commence à modifier les lois, on commence à modifier les principes, etc. Toujours d'ailleurs, parfois sous le couvert d'un argument, de lutter, de combattre contre un fléau, contre une menace. Je rappelle, si on relativise un peu ce qui s'est passé en France en 2015, certes, affreux, ignoble, on qualifie ça d'attentat. Pourquoi? Parce que les auteurs sont affiliés, ou reconnus comme étant affiliés à des mouvements islamistes radicaux, djihadistes. Mais moi je vous pose une question, c'est quand vous voulez faire des attentats djihadistes, c'est-à-dire faire des attentats percutants, comme l'ont été d'ailleurs les événements du 11 septembre par exemple. Pourquoi s'emmerder à balancer des tarés dans la rue avec des couteaux? Bon, certes, il y a eu quand même Nice. En plus de ça, le 14 juillet. Mais je veux dire, si vous voulez vraiment faire un attentat de masse, c'est facile. Attention, quand je dis facile, je ne fais pas de prosélytisme, hein, je dis simplement, c'est raison gardée, réfléchissons. Si vous voulez faire des attentats, faites des attentats qui aient une valeur symbolique qui est de tuer un maximum de gens. Donc on a tout à fait le droit de laisser l'idée ou de suggérer l'idée que ce qui s'est passé en France avec tous ces tarés, j'ai envie de dire que ça servait quand même les intérêts de certains. Comme je dis souvent, hein, d'ailleurs, à qui profite le crime? Ils ont été bien contents, le législateur, de profiter de la situation pour glisser des lois liberticides. Ils ont été bien contents, les politiciens véreux, corrompus, pour réussir à mettre en place, et avec le temps, renouveler, puis finalement institutionnaliser des principes qui vont à l'encontre parfois de droits fondamentaux et de protection au niveau du droit du citoyen. Mais ça, évidemment, ce sont des détails sur lesquels, quand on a l'occasion de tomber dessus, on se dit, mais oui, en effet. Comment se fait-il que les institutions, comment se fait-il que le Conseil constitutionnel, comment se fait-il que tous les garde-fous n'ont plus fonctionné pour empêcher que ce type de loi persiste, que ce type de loi continue à exister, continue à légitimer des actions. Donc à partir de là, réfléchissons. Réfléchissons ensemble sur le devenir de la République. Je veux dire, le titre de ma dernière vidéo, La République est morte, pour moi la République est morte. Petit à petit, il n'y a pas un coup d'État proprement dit, comme on l'imagine souvent dans l'inconscient collectif, mais il est vicieux, il est insidieux, il attaque des petits détails. Vous savez, c'est comme un lierre invasif. Ça grappille, ça monte les murs. Vous savez, ici, en Caroline du Nord, il y a dans les forêts un gros problème qui perdure depuis des siècles. C'est que les Européens ont amené, lorsqu'ils ont commencé à coloniser les terres, qui allaient devenir par la suite les États, les colonies
les premières colonies britanniques, ils ont malencontreusement amené avec eux une plante invasive, une plante grimpante. Et le problème, c'est que cette plante, au fil des siècles, elle s'est étalée dans des forêts, etc. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que vous voyez très souvent dans les films, dans les images, vous avez des câbles électriques, etc. Et vous avez du lierre, une sorte de plante qui pendouille partout, etc. Et bien malheureusement, cette plante aujourd'hui, elle est invasive, elle est partout. C'est-à-dire, même moi dans mon jardin, toutes les semaines, je suis obligé de les virer parce que elles réussissent à progresser, mais de façon très très rapide. Et comme vous avez ici des forêts qui sont encore des forêts sauvages, qui ne sont pas des forêts entretenues, etc. Et d'ailleurs, je vais en revenir à la fin de la vidéo à propos des incendies qui aujourd'hui menacent, sont importants, mais sont aussi instrumentalisés par les écologistes de salon. Eh bien, il n'est pas rare de voir des arbres morts dans la forêt parce que c'est des arbres qui sont complètement étouffés par ces lierres. Eh bien, aujourd'hui, dans les institutions, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a laissé s'implanter des graines qui avaient pour but de détruire de l'intérieur, tel un cancer, telle une tumeur dans un corps humain, les valeurs et les principes institutionnels, constitutionnels, de droit, de justice, d'équité. Petit à petit, on a vu des lois modifiées, réformées, transformées. Des fois, on a vu un petit bout innocent, inoffensif, insignifiant, mais qui tout d'un coup prend toute son importance quand on amène un autre petit bout. Vous savez, c'est comme les puzzles. Et au bout d'un moment, vous mettez deux, trois pièces qui ne montrent rien, puis tout d'un coup, paf, vous avez une pièce qui vient se rajouter, et là, tout d'un coup, un visage. Un chat, un cheval, un chien. Et bien, quand on suit un petit peu l'évolution des choses, on se rend compte que oui, vous avez des textes de loi qui ont été faits il y a 10, 15, 20 ans, et qui tout d'un coup, ces textes de loi, qui, en l'état, n'avaient rien de particulier, n'avaient rien de suspicieux, mais tout d'un coup, on fait une réforme, on modifie une ligne, un droit, un texte. D'ailleurs, regardez, vous avez un site, le site de toutes les réglementations et la législation française, qui est Légifrance. Et bien très souvent, vous voyez des réformes, des textes de loi qui réforment un texte de loi, qui modifient, comme là, il y a eu le cas, pour le texte de loi de l'urgence sanitaire, qui a modifié un certain nombre de lois déjà existantes, en modifiant un terme, en modifiant une loi, en modifiant un terme en matière de temps, en matière de délai, en matière de pouvoir. Et tout ça sous les yeux des Français, mais qui évidemment, les Français ne sont pas des juristes, les Français ne sont pas forcément curieux, les Français ne sont pas du tout informés sur ce genre de détails. Sauf le jour où ça leur tombe dessus. En matière de texte de loi, je vous rappelle, par exemple, nous avions en 92 la loi Evin. La loi Evin, à l'époque déjà, interdisait de fumer dans les lieux publics. Mais la loi avait été modifiée en ajoutant sous la responsabilité des directeurs ou des responsables de sites, surtout pour les lieux privés. Bon, finalement, plus de 10 ans après, la loi de 2004, je crois, est finalement tombée en disant maintenant c'est interdit de fumer dans les lieux publics, mais dans les lieux publics, lieux privés également, d'entreprises, etc., sous la responsabilité, etc. Mais pendant 10 ans, il y avait une loi qui existait. Avec l'alcool également. Bon. Autre exemple, ça j'en avais déjà parlé dans une lointaine vidéo, c'est que par exemple depuis 92, il est possible pour n'importe quel employé français de choisir son assurance santé. C'est le principe de la libéralisation des marchés, la libéralisation des monopoles sous l'Union européenne. Or, la France a toujours fait de la résistance, c'est-à-dire qu'elle a toujours fait en sorte que les salariés employés ne soient jamais informés de ce droit, et que même si l'employé voulait faire valoir ce droit,
eh bien, en général, on l'en dissuadait. On les dissuadait parce que vous imaginez bien que les entreprises, elles n'allaient pas s'amuser à faire des régimes spéciaux pour des employés qui avaient des assurances santé privées au lieu de payer tout simplement les cotisations à l'assurance santé générale, au régime général. Alors il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais c'est un droit. Mais c'est un droit dont vous ne pouvez pas avoir l'usufruit parce que l'organisation, la logistique, la stratégie mise en place en France fera en sorte de vous en dissuader d'en faire l'usage. Alors c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a énormément de textes de loi qui existent au niveau des employés. Par exemple, dans vos conventions collectives, le saviez-vous que vous avez parfaitement le droit en début d'année comptable, bon, les années comptables, c'est, alors je sais, en général, je crois me souvenir, c'est du 1er juin au 31 mai. D'autres, c'est du 1er septembre jusqu'au 31 août. Enfin, c'est à vous de voir dans vos entreprises comment fonctionne la période calendaire à ce niveau. Ceux qui fonctionnent avec les RTT, par exemple. Alors, vous avez des accords de branche, par exemple, qui autorisent un employé, si vous fonctionnez sur le principe de soit des heures supplémentaires payées ou en récupération RTT, en règle générale, les textes vous autorisent à voir avec votre directeur, en début d'année, de faire une déclaration en disant, voilà, moi je veux que mes heures supplémentaires soient payées. Ou je suis d'accord pour que mes heures soient compensées par des heures compensatrices. Même pas des heures compensatrices, parce que les heures compensatrices, c'est vraiment quelque chose de bien plus particulier, mais de RTT. D'heures de récupération. Qui le sait, ça? Quel employé, quel salarié sait qu'il a ce droit-là? Aucun. Par défaut, par nature, par phénomène de mœurs, on a incrémenté dans l'idée que si vous faites des heures supplémentaires, c'est du RTT. Point. C'est comme je vous invite, si vous travaillez dans une entreprise, prenez le règlement intérieur de votre entreprise, lisez-le en entier, et vous allez vous rendre compte qu'il y a des éléments où là, vous allez vous rendre compte que finalement, je suis dans l'illégalité. J'ai des pratiques de mœurs que l'entreprise laisse complaisamment appliquer dans les entreprises. Alors, il y a un phénomène de mœurs qui est maintenant généralisé partout. C'est l'usage du téléphone portable. C'est quand vous utilisez votre téléphone portable dans le milieu professionnel, pendant vos heures de travail, ne serait-ce que pour téléphoner à votre mari, à votre fille, machin, ou faire du Facebook, ou faire du réseau social, etc. Il faut savoir qu'au niveau de certaines entreprises, quand vous faites ça, vous volez du temps de travail à l'entreprise. C'est-à-dire que le temps que vous passez sur votre Facebook, en dehors de vos pauses, en dehors de vos coupures, eh bien, vous volez du temps de travail à votre entreprise. C'est-à-dire que votre entreprise peut vous virer pour faute professionnelle sur le simple fait que, eh bien, on a la preuve que vous utilisez votre téléphone portable, vous allez sur les réseaux sociaux, etc. pendant vos heures de travail. Est-ce que vous le saviez, ça? Non. Vous ne le savez pas, pourquoi? Parce que la plupart des entreprises, alors majoritairement, c'est une souplesse, voilà, c'est une souplesse qu'on laisse faire, etc. Mais logiquement, si l'employeur a envie d'emmerder ou de virer un employé, eh bien, il pourra trouver n'importe quelle petite bête inscrite dans un règlement intérieur, inscrite dans une convention collective, au niveau des responsabilités de chacun sur une situation contractuelle, pour vous virer. Ne vous inquiétez pas, ils trouveront toujours une bonne raison pour vous virer sur une faute professionnelle. Après, le niveau de la faute professionnelle, si vous faites un recours au prud'homme, évidemment, en règle générale, ça va être très rapidement négocié parce que, en effet, les prud'hommes diront « mais pourquoi vous avez viré cette personne-là pour telle faute alors que cette faute est commise par tous les employés ?» Et dans ce cas-là, il faudrait que vous viriez tous les employés, puisque il est établi, il est prouvé que c'est un phénomène de mœurs.
sur lequel vous n'avez jamais, ou vous n'avez pas eu la volonté d'enrayer le processus, l'installation, le transfert, l'héritage. Eh bien, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on utilise, on se sert de l'ignorance des gens pour petit à petit mettre en place des pièces d'un puzzle qui, individuellement, évidemment, ne représentent rien, n'ont rien de symbolique, n'ont rien de caractéristique que ce texte peut éventuellement amener à nous faire perdre des droits, des libertés, etc. Mais au fil du temps, par modification, par réforme, par rejonction de certains textes, et bien tout d'un coup, un jour on vous annonce, ben non, vous n'avez pas le droit. Comment ça, j'ai pas le droit? Ben non. Article 264, alinéa 23. Ah mais je ne le savais pas. Ah, quel dommage. Nul citoyen n'est censé ignorer la loi. C'est pour ça que j'insiste bien sur ce livre, Le contrat social de Rousseau, où dans ce livre, vous avez toutes les bases à avoir pour comprendre le fonctionnement des sociétés, pour comprendre le fonctionnement surtout de la hiérarchie de régime. Alors à son époque, évidemment, il parle de monarque, il parle de prince, etc. Mais quand il parle de monarque et prince, ben, vous pouvez remplacer ça par président et premier ministre. C'est pareil. Mais c'est toutes les relations qu'il y a entre les institutions, enfin, la mise en place d'institutions, les balances, les équilibres des institutions entre le peuple, l'autorité du peuple, la souveraineté du peuple, les représentants, alors, de l'époque, c'était aussi la monarchie, le tiers-état, le clergé, etc., qui étaient les acteurs, évidemment, politiques de l'époque. Mais déjà, sous l'époque de Rousseau, il y avait déjà des idées de république, des idées, parce que la République, elle n'est pas née à la Révolution française. Les notions de démocratie et de République sont bien plus lointaines. Elles sont antiques, elles sont romaines, elles sont grecques. Donc on a déjà des exemples de fonctionnement démocratique, plus ou moins. On a un recul déjà à l'époque, avant même la Révolution française, de comment pouvait fonctionner une démocratie. Donc là-dessus, Jean-Jacques Rousseau, il le dit bien à partir du moment où le peuple perd les appuis, perd les leviers sur la représentation au niveau des institutions à l'encontre du prince et du monarque, et donc à l'encontre des institutions qui sont aujourd'hui le pouvoir exécutif. Si le pouvoir exécutif, tout d'un coup, du jour au lendemain, devient totalement incontrôlable, et part dans tous les sens, et s'octroie des pouvoirs au détriment du législatif, qui est le représentant du peuple. Le législatif qui fonctionne avec des représentants élus par le peuple. Excusez-moi, mais on n'est plus dans une démocratie. On peut dire oui, plutocratie, à la rigueur. Je voudrais rebondir sur l'une des remarques que l'un d'entre vous m'a fait sur le fait que si demain on devait mettre un terme à la Ve République, pourquoi est-ce qu'éventuellement on ne pourrait pas prendre le modèle suisse? Alors, modèle suisse, je pense, certainement influencé par l'idée que le modèle suisse, en effet, utilise beaucoup la votation. La votation, c'est l'équivalent des référendums. En effet, c'est vrai que le modèle suisse est très tentant. On voit même des fois des articles sur Internet qui vantent le paradis qu'est la Suisse. Bon, sauf que le problème, c'est que la Suisse, c'est un tout petit pays. C'est un pays qui n'a même pas 9 millions d'habitants, je crois, 8 500 000 habitants. C'est un pays qui est complètement différent de la France. Je rappelle, la France est une république, avec un peuple unique et indivisible, alors que la Suisse, c'est un État fédéral, une communauté fédérale, avec essentiellement 4 communautés, dont 2 principales, qui est la communauté francophone, germanique, il y a les romans et puis le 4e, je ne sais plus.
Et ce sont deux principales communautés qui ont leur propre gouvernement, leur propre parlement. Et donc, en effet, ils ont un principe constitutionnel qui fait que sur des sujets qui touchent le social, l'économique, le culturel, eh bien, localement, ville, localement, communauté, nationalement, font des référendums. Mais je rappelle, ils sont moins de 9 millions d'habitants. Donc, à la limite, c'est gérable. Au niveau organisationnel, au niveau logistique. On peut réussir à faire des référendums réguliers sur au moins une proportion de 6 millions ou 7 millions d'habitants. En France, on est 68 millions. Dont on estime à peu près, je crois, 58 millions, ou 55 ou 58 millions de Français en âge et capacité de voter. Donc c'est plus compliqué. Si vous voulez la comparaison, pareil, sur les systèmes entre Français et Américains, on ne peut pas comparer. La France, c'est 68 millions d'habitants, les États-Unis, c'est 328 millions. Donc, faire voter 328 millions d'habitants sur un suffrage universel direct, vous imaginez la logistique, c'est pas possible. Et en plus de ça, c'est une union fédérale. Donc c'est-à-dire qu'il y a 50 États qui ont leur autonomie, leur indépendance. Donc vous ne pouvez pas imposer à tous les États de fonctionner sur un même principe, sur une même valeur, sur un même système, pour faire une élection au suffrage universel direct. Donc tout est une question de proportion, de système, d'institutions qui font qu'on ne peut pas, si on trouve qu'un système est pas mal, on ne peut pas l'adapter forcément dans tous les pays. Et justement, dans l'idée de remplacer la République, ou tout du moins l'institution de la République, aux États-Unis, il y a quelque chose qui est très intéressant. Comme vous le savez, aux États-Unis, le président est élu à un tour. Sauf que ce n'est pas un tour de suffrage universel direct, c'est un suffrage universel indirect, puisque c'est un principe de grands électeurs. C'est-à-dire que les grands électeurs, je rappelle, sont calculés par rapport au nombre de proportions de population pour chaque État. Il est évident que les États les moins peuplés ont moins de représentants, de grands électeurs, comme on les appelle, que les États les plus peuplés. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des présidentielles, en règle générale, il n'y a qu'en final quelques dizaines d'États sur les 50 qui sont les plus importants, qu'il faut absolument conquérir, contrairement aux autres. Donc, alors ce qui fait qu'évidemment, le déséquilibre, c'est que si on se souvient qu'en 2016, finalement, sur un vote, sur le nombre de votes totaux, c'était Hillary Clinton qui l'emportait avec, je crois, 65 millions de voix, je crois, contre 60 millions pour Donald Trump. Mais voilà, le problème, c'est que, comme je vous l'avais expliqué une fois dans une vidéo, c'est que si vous fonctionnez à une proportionnelle dans un pays où quasiment tous les États les plus peuplés sont progressistes, du fait des grandes villes, des grandes métropoles qui brassent énormément de population, etc., c'est-à-dire que finalement, toutes les élections pourraient être remportées par les démocrates avec seulement 5 États. C'est-à-dire que les 45 autres États, finalement, n'auraient même pas besoin de voter, puisque de toute façon, à chaque fois, ils perdraient. Donc c'est pour ça qu'il y a ce principe des grands électeurs qui remettent un petit peu de grain à moudre, on va dire, dans les rouages du système électoral américain, pour essayer justement de faire un petit peu des contrebalances. C'est-à-dire oui, si les démocrates remportent en matière de suffrages totaux grâce aux États les plus peuplés, mais grâce au système des grands électeurs, eh bien, un autre président, lui, peut gagner en gagnant peut-être le 30, 35 États, donc il remporte la majorité des États. Donc la majorité des États peut faire la contrebalance et lui permettre de gagner les élections, contrairement au candidat qui, lui, a eu plus de voix. Alors je sais, c'est un peu compliqué. Mais si on applique ce système-là en France, sur 68 millions d'habitants, pourquoi s'emmerder à faire un système comme ça ?
alors qu'on peut faire un système au suffrage universel direct ou indirect, par exemple. En revanche, là, ce qui est très intéressant aux États-Unis, c'est qu'il y a un tour. Je vous remets un petit peu le paysage. Aux États-Unis, au niveau des partis politiques, alors il existe une multitude de partis politiques, mais 90% d'entre eux n'existent qu'à l'échelle de certains comtés ou à l'échelle de certains États. Mais à l'échelle nationale, évidemment, il n'y a qu'un bipartisme, démocrate ou républicain. Pendant un temps, il y avait aussi les écologistes et les libertariens. Sauf que le problème, c'est que les écologistes et les libertariens représentent une infime portion de représentation à l'échelle nationale. Preuve en est, c'est qu'ils n'ont quasiment jamais de siège ou de représentation au Parlement. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a que ce bipartisme? Tout simplement parce que, justement, il n'y a qu'un tour dans l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de possibilité d'inverser la vapeur, comme c'est le cas en France. En France, vous avez une élection présidentielle à 2 tours. Vous avez des législatives à 2 tours. Vous avez eu des régionales et des départements à 2 tours. Pourquoi? Tout simplement parce que le premier tour et le deuxième tour, eh bien, pendant ce laps de temps, on va pouvoir construire des alliances, des trahisons, des compromis, des petits accords entre amis. Ce qui fait que d'ailleurs, parfois, on a des discours qui passent du blanc au noir et du noir au blanc. Donc en ce système-là, au bout d'un moment, les gens le comprennent. Les gens se disent, mais attendez, j'ai voté pour lui, mais lui qui était contre bidule et que maintenant il va à bidule. Et bien là, ça a été encore plus flagrant avec Macron. Souvenez-vous de ce que disait Darmanin, Le Maire, ou même Bayrou, sur Macron avant l'élection présidentielle. Et après, ils ont été lui cirer les pompes. Darmanin, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Le Maire, ministre de l'Économie. Bayrou, il s'est fait... Bon, t'es gentil, merci pour tes voix, etc. Mais là, tu vois, t'as une affaire, donc si tu veux, tu peux... Tu vois, la sortie, elle est là. Donc, à partir du moment où vous comprenez ça, vous dites, mais en fait, on se fait baiser depuis des décennies. Si on voulait vraiment fonctionner dans un principe démocratique, eh bien, dans ce cas-là, on fait une élection à 1 tour, pas à 2. Ah ben oui, mais le problème, c'est que depuis quelques années, oui, en effet, 2016, si on avait eu une élection à un seul tour, ben Marine Le Pen serait devenue présidente. Et ça, c'est hors de question. Et vous verrez que si jamais vous proposez cette idée de ne plus faire que des élections à 1 tour au suffrage universel direct, alors là, vous allez avoir toute la petite fourmilière bourgeoise, gauchiste, parisienne, intellectuelle, etc., qui vont vous sauter dessus. Ce n'est pas possible, c'est contre-démocratique, c'est contre-productif, ça n'engage rien, les compromis, les débats, c'est dictatorial. Et non, c'est pas dictatorial, au contraire, il n'y a rien de plus démocratique que de donner la voix au peuple sur 1 tour. Au moins, tu as la garantie que les gens vont aller voter. Parce que là, évidemment, il n'y a pas de seconde chance. Au moins, vous aurez au moins 70 à 80% de participation. Mais au moins, avec 80% de participation, si vous avez un résultat, vous avez un candidat qui remporte 28% des voix, eh bien, c'est lui le gagnant. Quand vous faites une course de voiture, vous ne faites pas 2 courses. Vous n'en faites qu'une. C'est le premier qui arrive qui gagne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, évidemment, vous allez me dire aussi, il y a des sports où il y a plusieurs matchs. On fait un match, 2 matchs, et puis après, on fait le... Si la même équipe gagne les 2 matchs, ça y est, c'est gagné. Donc, finalement, on en revient toujours au même principe. C'est le premier qui arrive en premier qui gagne. Et pas le premier, mais qui est peut-être pas le premier au second tour, parce que derrière, il va y avoir des...
Vous imaginez un match de foot contre deux équipes, et puis une des deux équipes gagne. Et après on dit non, attendez, on fait un deuxième match, etc. Et puis l'équipe qui a perdu, en fait, on lui permet de changer ses joueurs, de prendre des joueurs d'une autre équipe, puis d'une autre équipe, et de faire une troisième équipe pour battre l'équipe qui a gagné le premier match. Eh ben non, c'est plus du sport, ça. C'est de la magouille. Donc, en France, la République, quand on instaure une élection présidentielle à 2 tours, bah, excusez-moi du peu, mais personnellement, je trouve que c'est une arnaque. C'est une arnaque parce que ça permet, à un moment donné, d'inverser la vapeur d'un vote qui, au premier tour, est certainement le premier tour est le plus symbolique d'une expression populaire. Alors que le deuxième tour n'est en fait que l'expression de manipulation, d'alliance, etc. Qu'on en arrive presque à pousser des gens convaincus d'être des socialistes purs, des gens de gauche, de voter pour un mec qui est ultralibéral. Parce qu'excusez-moi, mais le vote barrage, c'est bien fait pour pousser des gens à voter contre nature. À la limite, les gens qui ont fait de l'abstention sont plus cohérents dans leurs idéaux et dans leurs opinions politiques que ceux qui ont voté Macron pour empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. Alors certains, évidemment, vont changer le truc. Ils vont dire « Ah oui, mais les gens qui ont voté Macron, même s'ils n'aiment pas Macron, au moins ils ont fait un acte patriotique. Ils ont empêché le parti de la haine d'arriver au pouvoir. » Oui, enfin, ce genre de discours, excusez-moi du peu, mais même si ça trouve sa cohérence, selon certaines idées, certaines positions, c'est admettre que finalement, le vote démocratique n'est plus un vote démocratique par conscience, mais un vote par consumérisme. Donc quand je dis que la République est morte, même son principe institutionnel démocratique du vote, lui-même est corrompu. Et il va l'être encore plus, puisque, comme je vous l'ai dit, de toute façon, il y a une réelle volonté de mettre en place le vote électronique. Il y a une réelle volonté de faire de la manipulation, de la censure. Déjà aujourd'hui, la censure commence déjà à s'abattre sur certains comptes YouTube, sur certains comptes Instagram et Facebook de certaines personnes qui ont le malheur parfois de faire de l'analyse, de parfois dire des choses qu'il ne faut pas dire. Donc, comme je vous l'ai dit, de toute façon, ça va s'accélérer. Il va y avoir de plus en plus de censure, il va y avoir de plus en plus de blocage. Pour éviter des gens d'avoir ou de collecter des données qui les amèneraient à une réflexion de se dire mais pourquoi les voter si de toute façon les dés sont déjà pipés à l'avance? Parce que vous inquiétez pas, pour 2022, ils vont vous mettre les candidats qu'ils veulent que vous mettiez en place. Il n'y aura pas de choix. Il n'y aura pas de liberté de choix. Oui, vous en aurez pour le premier tour. Dans le premier tour, vous aurez que peut-être en 2016, vous aurez 11 candidats. Là, peut-être vous allez en avoir 15. Allez savoir si tous atteignent leurs 500 signatures. Mais sur les 15, vous êtes déjà persuadé que de toute façon, il n'en restera plus que 2. Mais ils feront toujours tout pour que les 2 soient ceux qui sont déjà choisis par le système. En 2016, il était écrit que Macron et Marine Le Pen seraient les 2 candidats au deuxième tour. Et pour s'en assurer, on a foutu des bâtons dans les roues de ceux qui étaient éventuellement, ou pouvant éventuellement, capter de l'électorat pour les faire mouiller dans des affaires, ou sortir des casseroles au moment venu, au bon moment. Et vous verrez, là, mois de décembre, janvier, vous allez avoir des casseroles qui vont sortir comme par miracle sur la presse.
Pour l'instant, on ne sait pas lequel a été adoubé pour remplacer Macron, si tant est que Macron reste toujours le candidat ou le chouchou. Ce qui, à mon avis, m'étonne beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, Macron est grillé, donc il faut lui trouver un remplaçant. Et aujourd'hui, il y en a deux qui sont déjà en lice, c'est Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Ces deux-là sont les remplaçants potentiels de Macron, pour continuer le plan. Sauf qu'évidemment, dans leur discours, ils vont tenter de séduire de l'électorat, mais dites-vous bien que tout ce qu'ils vous diront, c'est de la merde. Tout ce qu'ils vous diront, c'est des mensonges. Tout ce qu'ils vous diront, ce ne sera que de la mascarade, de la foire, de la promotion, de la publicité. Ce sera un écran de fumée. Ce sera un beau décor, bien présenté, bien éclairé. Mais en coulisses, ils ont ordre de suivre le plan. Et ils le suivront. C'est-à-dire qu'à la limite, on se dirait presque que Macron n'a fait que poser les jalons. Et c'est ce qu'il fait, il pose des jalons. Il est en train de mettre en place les fondations de la destruction de l'État-nation, de la destruction de la République française. Jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte. Donc, je pense que dans les semaines à venir, là pour l'instant, évidemment le pass, etc., on va voir comment ça va évoluer. Je rappelle que dans la loi, il est prévu également d'interdire les rassemblements dans l'espace public. Donc ça veut dire que c'est bien ciblé les manifestations. Donc comment ils vont gérer les manifestations, etc. Et pour terminer sur ce sujet-là, je vais vous donner une petite info sur laquelle je suis tombé tout à fait par hasard. Et j'ai vérifié. C'est bien en fait un article ukrainien. Vous avez actuellement l'ambassadeur français en Ukraine qui fait quelques visites dans des écoles de la garde nationale ukrainienne. Et ils font passer des tests à des Ukrainiens, des tests qui ont pour mission, à terme, de permettre à des recrues de la garde nationale ukrainienne de devenir des gendarmes. Vous m'avez bien entendu, des gendarmes. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit qu'à terme, soit ils essayent d'équiper leur système de sécurité avec des gens étrangers qui n'en ont rien à foutre, qui ne sont pas français et qui auront tout à fait la capacité d'utiliser les armes à feu contre des Français parce que ce n'est pas leurs compatriotes, c'est pas leur... soit par l'usage de sociétés privées, mais là, recruter en fait des personnes étrangères à terme à qui on donnera la nationalité française. Donc étant donné qu'ils auront la nationalité française, ils auront exactement les mêmes droits que n'importe quel Français de rentrer dans les corps de la gendarmerie, voire de l'armée. Et puis à terme, savoir les utiliser à bon escient, c'est-à-dire les mettre sur des missions de maintien de l'ordre. Comme de toute façon, ils n'en ont rien à foutre parce que c'est des Ukrainiens, donc ils pourront très bien tirer avec une bonne prime à l'appui sur des Français. On en a déjà en France des gens comme ça qui sont français. Ils sont français, mais de papier. Mais de cœur et d'âme, c'est leur patrie. Je ne sais pas si vous avez rencontré des Turcs, des Serbes, ou même des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. À la limite, la France, ils sont bien contents d'y être parce qu'il y a quand même des avantages, voire même culturels, etc. C'est sympa la France. Mais s'ils avaient le choix de vivre en France ou dans leur pays d'origine, ou de l'origine de leurs parents à partir du moment où ils connaissent le pays d'origine de leurs parents, où ils y ont été, où ils y ont de la famille. Je ne parle pas des petits branleurs qui se baladent avec des drapeaux algériens mais qui n'ont jamais foutu les pieds en Algérie. Mais ceux-là, demain, si vous leur donnez une basse besogne à faire contre les Français, alors qu'ils sont Français, mais pas forcément de cœur, et vous avez les armes ultimes pour servir une politique liberticide, totalitaire, etc. Qu'on soit bien clair, je veux dire, des gens qui seraient capables de tirer sur des Français tout en étant de nationalité française, mais ayant plus d'affiliation de cœur et d'âme pour un autre pays,
C'est-à-dire le principe de la Légion étrangère, c'est aussi un peu ça, hein. C'est de construire des corps faits d'étrangers, mais d'étrangers qui serviront la France, en effet, mais qui serviront la France jusqu'à quel point? Sur des théâtres d'opération. Qu'est-ce que, par exemple, un Ivoirien dans la Légion, si demain on l'envoie en Côte d'Ivoire pour aller tirer sur des Ivoiriens, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tirer sur des Ivoiriens. Il n'en a rien à foutre, puisque de toute façon, il a été accueilli dans la Légion étrangère, donc il sert la France. Donc il n'est plus... Il a été adopté, je dirais, par une nation. Donc, de fait, est-ce qu'il va avoir un état d'âme de tirer sur des compatriotes d'origine? Pas sûr. Alors inversement, si vous voyez des étrangers qu'on intègre à des corps avec une nationalité française de papier pour faire du maintien de l'ordre, bah, posez-vous la question, est-ce que demain, si vous êtes en face de lui, avec lui, il a une arme pointée sur vous, est-ce qu'il va tirer ou il ne va pas tirer? Parce que est-ce qu'il est vraiment concerné par la France? Par la patrie? Non. Pour la petite anecdote, il faut savoir que c'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est-à-dire qu'au sein de certaines communautés d'origine étrangère, vous avez eu vraiment un fossé qui s'est creusé. C'est-à-dire que, par exemple, chez les hispaniques, il y a beaucoup d'hispaniques qui se sont engagés dans l'armée américaine parce qu'ils se sont sentis concernés par les attaques du 11 septembre. Comme il y en a d'autres, oui, c'est ignoble, c'est regrettable, mais à la limite, ils n'en avaient rien à foutre. Eux, ça ne leur a pas changé leur petit train de vie. Surtout quand on habite dans un petit bled paumé dans le Nouveau-Mexique. Qu'est-ce que ça a changé qu'il y ait des avions qui se soient crashés dans le Pentagone, etc., et que tout d'un coup, l'Amérique est partie en faire des guerres inutiles? Lui, il s'en fout. Tant qu'il n'y a pas de mobilisation générale dans le pays, hein, parce qu'il n'y a pas eu de mobilisation. Enfin, de toute façon, ils n'ont même pas eu besoin d'en faire, puisqu'il y a eu tellement d'Américains qui ont été hyper choqués par l'événement qu'ils sont allés s'engager d'eux-mêmes. Surtout des jeunes. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont la trentaine et ils regrettent. Profondément. Surtout quand ils voient que l'Afghanistan, finalement, on y a passé 20 ans, pourquoi? Pour rien. On n'a rien apporté finalement. Rien n'a changé. Les talibans sont en train de reprendre des territoires, donc peut-être, je ne sais pas, dans 6 mois ou dans 1 an, le gouvernement afghan va tomber et les talibans vont reprendre le pouvoir. Et que cela, même si les Américains ont dit oui, mais attendez, on continuera à faire de l'assistance, du soutien aérien à l'armée afghane contre les talibans. Oui. Pourquoi pas? Donc tout ça pour dire que ce sujet, de toute façon, il est très extensible. Donc on en reparlera selon l'évolution du pass. On en reparlera à la rentrée. On en reparlera sur la façon dont comment la campagne présidentielle va s'installer, comment les discours vont se déclarer dans les médias, surtout en ce moment. Je tiens à préciser que ce week-end, par exemple, il y a eu une manifestation en Grande-Bretagne contre l'obligation vaccinale, je crois. C'est l'obligation vaccinale ou la mise en place d'un pass, je ne sais plus. Enfin, bref, pareil, les Britanniques, ils en ont gros sur la patate. Et il y en a qui ont essayé d'investir le siège de la BBC. Ah ah. Puis je rappelle aussi, c'est que les BFM, TF1, etc., ils sont obligés de parler des manifs parce que... Mais pendant ce temps-là, ils ne parlent pas que vous avez quasiment les mêmes manifestations qui ont lieu en Italie. On a eu des manifestations à Rome, à Milan.
Turin. Les mêmes manifestations en Allemagne, surtout les Allemands, où là, les Allemands, ils ont peur de revoir des restrictions sanitaires leur tomber sur le coin de la gueule à la rentrée. Vous en avez en Grèce, vous en avez en Espagne. Je ne parle même pas de certains pays hispaniques, surtout l'Argentine, qui en ce moment est en train de s'effondrer. Le Liban est en train de mourir. On est en train de regarder un pays mourir. Et le plus dangereux, là c'est pareil. Vous avez ces deux dames de souvenirs. Vous voyez le texte, etc. Je crois que c'est Norvège et Finlande, ou Finlande et Suède. Enfin bref, c'est deux pays de l'Union européenne. Bruxelles, ils commencent à chier dans leur froc parce que ces deux personnalités sont des personnalités politiques qui sont en train de monter. Et que si ces personnalités arrivent de facto par arriver au pouvoir, à la tête d'un gouvernement, à la tête du pays, ces deux personnes ont annoncé que, de toute façon, pour elles, l'Union européenne ne fonctionne pas, donc il faut en sortir. Pensez bien que là, il y a des dents qui sont en train de crisser à Bruxelles. Donc on va continuer à suivre cette histoire-là. Et je vais terminer la vidéo avec les incendies. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les incendies en Californie. Il y a actuellement sur Internet une bataille où vous avez à la fois d'un côté, alors vous avez eu le GIEC, le fameux des experts, climatologues, etc., qui ont rendu leur rapport lundi. Évidemment, rapport alarmiste. Et qui remettent évidemment sur la table la pression de la responsabilité que nous devons de mettre sur les peuples, sur les pays, par rapport au réchauffement climatique. Alors je dis bien réchauffement climatique. Il y en a un qui m'a parlé de dérèglement climatique sur Twitter. Si j'ai le tweet que j'ai dû garder, je vous le mets là, vous lirez, vous verrez, c'est comique. C'est au bout d'un moment, le mec, je lui dis, mais... Parce que pour vous, le climat, il était réglé. Il était réglé comment, le climat? C'est-à-dire qu'il faisait 22 en été, puis 10-12 degrés en hiver, comme ça, c'était un petit peu de neige en février, parce qu'il faut quand même aller skier pendant les vacances. C'est ça la règle, le climat réglé pour vous? Donc là, il y a un dérèglement climatique, hein, forcément. Il pleut plus, il y a des orages plus violents, il fait plus chaud, il fait plus froid l'hiver. Ben, mais réchauffement, pourquoi il fait plus froid l'hiver? Ben, instruis-toi, tu comprendras pourquoi. Et ce monsieur, je lui explique, je lui dis, mais vous pouvez me rappeler, dans l'échelle de temps de notre planète, ce que nous représentons à l'échelle de l'humanité? C'est-à-dire que l'échelle de l'existence de l'humanité, c'est un caillou par rapport à l'Everest. Si vous comprenez que le temps, la timeline de notre planète a subi, mais alors moult remous, moult changements climatiques, moult catastrophes, moult périodes très soft, très paradisiaques. Pensez bien que notre petite existence d'humanité, le climat, il s'est dit, bon, bah, tiens, pendant ce temps-là, moi, je vais dormir. Je vais laisser les humains profiter de 22 degrés l'été, 12 degrés l'hiver, un petit peu de neige au mois de février. Non. Tout simplement parce que notre planète ne subit pas des effets constants. Sauf que c'est ça qu'on a réussi à mettre dans la tête de certaines personnes. Non, la Terre ne subit pas et ne vit pas de façon constante. La vie, la nature, sur cette planète, est variable. 1, la distance Lune-Terre est variable. 1, 2, la distance de la Terre et du Soleil est variable. 3, l'oscillation de notre planète sur son axe. Ce qui fait que
Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, si on prend exactement le même temps il y a 10 ans, nous ne sommes pas exactement au même endroit dans l'espace-temps par rapport au Soleil. Le Soleil, lui aussi, a ses humeurs. Il n'arrose pas la planète de façon constante de ses rayons. Ses rayons sont parfois faibles, forts. Et dites-moi, il y a des éruptions solaires aussi. Et dites-moi, les éruptions solaires, ça ne perturbe pas le champ magnétique, et le champ magnétique n'a pas de lien avec le climat. Ah, mais dites-moi, bon sang de bois, ça fait beaucoup déjà de paramètres qui rentrent en ligne de compte sur les effets de notre climat sur la planète. Vous rendez-vous compte que ça, ce que je viens de vous expliquer là, est-ce que vous l'avez entendu dans la bouche des écologistes de salon pour vous vendre, oui, il faut réduire les émissions de carbone, etc. Alors attention, je l'ai déjà dit dans une vidéo, hein, je ne renie pas et ne dénie pas les effets nocifs de l'activité humaine depuis le 19e siècle, depuis l'ère industrielle, plus particulièrement sur la pollution environnementale, qui en effet a des influences, a des conséquences sur le climat. Tout du moins sur les conséquences du climat. Parce que quand vous avez des inondations, les inondations, elles existaient déjà il y a 300 ans. Sauf qu'il y a 300 ans, on n'avait pas étendu les zones urbaines comme elles sont étendues aujourd'hui, on n'avait pas bétonné autant qu'on a bétonné aujourd'hui. Donc il y a un moment donné où, quand pendant 50, 60, 100, 120 ans, on a eu des pluies de 2 mm, bah évidemment, bah là aujourd'hui, comme il y a une modification du climat, eh bien les pluies, c'est pas 2 mm, c'est 2 cm. Donc si pendant 40 ou 50 ans, on a pris 2 mm et que les 2 mm étaient totalement gérables par nos zones urbanistiques avec nos fameux canaux d'évacuation d'eau de pluie, etc. Ben là maintenant, on se retrouve avec 2 fois, 10 fois, 100 fois plus de pluie tout d'un coup. On a l'habitude du temps très court, mais nos infrastructures ne peuvent pas dégorger tout. Enfin, nos infrastructures ne peuvent pas absorber cette précipitation 10 fois plus importante qu'elle ne l'a été pendant peut-être des années, sur lesquelles on a calculé évidemment nos infrastructures. Vous savez, c'est comme un canal. Si vous avez des données sur les 100 dernières années sur le débit d'un canal, et bien quand vous décidez de modifier le canal, vous lui donnez une circonférence, vous lui donnez un diamètre qui correspond aux différentes variations de flux d'écoulement des eaux. Sauf que malheureusement, les données qu'on a calculées sur les 110 dernières années, aujourd'hui, ben, elles ne valent plus rien parce qu'aujourd'hui, il y a un réchauffement climatique, il y a un changement climatique. Et que là où avant, eh bien, vous aviez les plus fortes précipitations qui vous faisaient 2 mm d'eau, ben, aujourd'hui, vous en avez 2 cm. Donc vous imaginez bien que 2 cm d'eau, le canal, lui, il n'est plus du tout adapté pour évacuer le trop-plein d'eau de pluie. C'est logique ce que je vous dis là ou pas? Et vous appliquez ce principe à plein de structures géologiques qui ont également subi les modifications du temps, des climats. Ces fameuses photos des glaciers. Oh, regardez, le glacier en 1905, aujourd'hui, bah, il a perdu. Mais oui, mais si vous aviez la possibilité de prendre une photo du même glacier il y a 500 ans, vous auriez remarqué que bah, il était encore 2 fois plus long qu'il ne l'était en 1902. Et aujourd'hui, il est un quart moins long qu'il ne l'était en 1902. Alors on dit, mais c'est à cause du changement climatique. Le climat change. Notre planète se réchauffe. Vous n'y pouvez rien. Tout ça pour vous dire qu'en Californie, bah, vous avez plein d'incendies actuellement. Vous avez des incendies énormes et tout. Oh mon Dieu! Sauf que, sur les 50 dernières années, on a eu quelques incendies équivalents. Mais d'une manière générale, en moyenne, les incendies n'avaient jamais été aussi importants. Pourquoi ils n'ont jamais été aussi importants? Tout simplement parce que pendant une époque, eh bien, il y avait de l'activité humaine dans les forêts. C'est-à-dire qu'il y avait des routes, c'est-à-dire qu'on construisait, c'est-à-dire qu'on maintenait, on faisait de la maintenance, on entretenait les forêts.
Et puis un jour, il y a des écologistes qui sont arrivés et disent oui, mais l'activité humaine perturbe l'écosystème, la faune et la flore est complètement perturbée, et tout, il faut redonner la nature à la nature, etc. Donc les services fédéraux des forêts, etc., des parcs et forêts, etc., ils ont dit ouais, ok, écologisme, super, génial et tout. Donc il y a des tas d'endroits où finalement on a laissé la nature reprendre ses droits. Sauf que quand on regarde des archives d'il y a 100, 200 ou 300 ans, des témoignages, on se rend compte qu'on a à cette époque les mêmes incendies qu'on a aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que la nature a repris ses droits et que quand vous faites un incendie dans une forêt qui est entretenue par la main de l'homme, mais que du jour au lendemain on décide, ah oui, mais la main de l'homme, elle est nocive pour la faune, pour la flore, etc. Donc on laisse la nature reprendre ses droits. Et le feu lui aussi reprend ses droits sur une nature qui a repris ses droits. Souvenez-vous, il y a 2 ans, il y avait une polémique sur un article en Australie, sur les feux les incendies en Australie, où des pompiers avaient dit qu'ils avaient plus de mal aujourd'hui à combattre les incendies parce que justement, il y a eu des politiques écologiques qui ont laissé la nature reprendre ses droits. Et donc, la nature a offert 2 fois plus de combustible aux incendies. Ce qui a été formidable, c'est qu'après, on a eu des censures sur cet article, parce qu'évidemment, les lobbies écologistes ont dit non, on ne peut pas laisser dire ça, parce qu'évidemment, c'est de leur faute. Donc l'article a été censuré. Et aujourd'hui, malheureusement, ils ne peuvent pas censurer. Ils ne peuvent pas censurer parce qu'on a les preuves aujourd'hui, en Californie, en Oregon, en Washington, qu'en effet, les plus gros incendies, les plus importants incendies qu'on a aujourd'hui, ont lieu dans des forêts qu'on a laissé reprendre la nature ses droits. Et que de fait, l'incendie, le feu lui aussi, il s'est joué de la reprise des droits de la nature pour être plus important. Et évidemment, les pompiers aujourd'hui, eux, ils avaient des procédures par rapport à des règles et des principes d'entretien des forêts. Sauf que ces principes d'entretien de forêt ont été abrogés pour des politiques écologiques, de relaisser la nature, l'écosystème, de reprendre ses droits, etc. Et du coup, leurs méthodes de travail, leurs outils de travail ne sont plus du tout adaptés. Et là, aujourd'hui, vous avez des responsables qui, oui, mais malheureusement, là, les incendies qu'on a, là, on pourra peut-être réussir à les contenir ou à les maintenir que par peut-être début septembre, voire peut-être début novembre. Eh ouais. Mais ça, vous ne l'entendez pas. En revanche, ce que vous entendez, c'est bidonne. Les incendies, c'est la preuve, réchauffement climatique. Vous entendez la présidente de je ne sais plus quel organisme. Regardez les incendies en Californie. Vous voyez la preuve, c'est le réchauffement climatique, il y a sécheresse, etc. Oui, quand il y a sécheresse, il y a moins d'humidité, il n'y a pas d'eau, etc. Et je dirais que la Californie est un endroit où le climat est quasiment identique à celui de la Méditerranée, où aussi, aujourd'hui, il y a des incendies. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est des climats qui sont chauds et secs. Contrairement, moi, où je suis, en Caroline du Nord, et en règle générale, tout le sud des États-Unis, qui sont couverts de forêts, mais couverts de forêts. Couverts de forêts. Pourtant, on n'a pas des gros incendies. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons un climat chaud et humide. Donc si vous avez un climat chaud et sec, forcément les climats chauds et secs sont irrémédiablement, logiquement, mathématiquement, scientifiquement plus propices à voir des incendies se déclarer de façon massive que les endroits qui sont chauds et humides. Alors si là-dessus vous rajoutez l'activité humaine qui a réussi peut-être plus ou moins à, justement,
cette prise de conscience d'être dans des endroits où il y a des risques. Mais que demain, vous avez des écologistes, non, 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 arrêtez de toucher la nature, laissez la nature faire, remettez l'écosystème faire son travail, etc. Ben oui, mais les feux d'incendie, eux, c'est du pain béni. C'est pour ça qu'encore, en France, on arrive à contrôler, maîtriser les feux d'incendie, parce que nous avons une politique de gestion des forêts. Contrairement à la Grèce. Là, la Grèce, ils ont des incendies qui arrivent presque au pied d'Athènes, sauf que la Grèce, ils n'ont pas les mêmes principes et les mêmes valeurs et les mêmes réglementations en matière de parcs et forêts que nous avons en France. Et pourtant, Dieu sait qu'en France, on a des incendies qui sont très difficiles à gérer, etc. Là encore, on va vous dire que c'est le réchauffement climatique. Et oui. Si déjà à la base vous avez un climat chaud et sec, et que vous avez un réchauffement de 1 ou 2 degrés, en effet, ça va être 2 fois plus dur. Sauf que comme nos infrastructures ont été étudiées, analysées, normées sur des valeurs de 100 ou 200 ans, mais qu'aujourd'hui on est en train de suivre, de connaître un cycle, un changement de cycle climatique, forcément, il arrive un moment où vos normes, elles ne sont plus du tout adaptées. Attention, il ne faut pas voir ça à petite échelle. Quand je dis cycle, c'est-à-dire changement climatique, c'est sur 50 ans, 100 ans, 150 ans. C'est-à-dire que nos futures générations, elles vont encore elles vont observer, elles vont regarder ces changements s'accumuler elles aussi. Parce que, voilà, c'est... D'où ces discours sur Internet, sur les réseaux sociaux de ces gens qui veulent faire de l'écologie de salon, qui vous-même vous disent, mais informez-vous, lisez la science, espèce de nigo, etc. Mais oui, justement, on a lu. On a lu la science, mais on n'a pas lu la science que depuis 2-3 ans, sur des articles de presse, qui sont des articles de propagande, mais on a lu des choses qui vont plus loin. On a vu des photos de la Seine complètement gelée en 1900, au début du XXe siècle. On a vu des tornades dans certains endroits de France, qu'aujourd'hui on a considéré comme acquis que c'était des climats tempérés, et que c'est pas possible de voir des tornades dans ces endroits-là. Mais si, il y en a eu en France au XVIIe siècle. Donc s'il y a eu des tornades en France dans le XVIIe siècle, pourquoi il n'y en aurait pas aujourd'hui? Avec, en effet, peut-être un changement de température, avec d'autres phénomènes. Et je vais terminer sur un autre phénomène aussi, qui a aussi son influence aussi sur le climat. Local parfois. C'est l'éruption volcanique. Vous remarquerez, si vous mettez vos petites statistiques climatiques en parallèle avec des données d'activité à l'échelle mondiale des volcans, vous allez vous rendre compte qu'il y a des similitudes. Alors parfois des variables très très légères, très insignifiantes, mais quand même. L'activité de notre planète, elle aussi, elle n'est pas constante. Elle bouge, notre planète. Elle a ses caprices. Et ces caprices, agissent aussi sur le climat. Sauf que nous sommes les petits hommes. Des petits hommes un peu vaniteux qui parfois croyons que nous sommes propriétaires de la planète, alors qu'en réalité nous n'en sommes que les locataires. Et peut-être qu'aujourd'hui la Terre est en train de nous rappeler que nous sommes en effet que les locataires. Et qu'à force de l'exploiter, qu'à force de la dénaturer, qu'à force de la transformer, qu'à force de l'exploiter de façon parfois abusive, il y a un moment donné où notre planète est dit ok, moi là je ne peux pas renouveler, donc je réadapte mes valeurs, je réadapte mon algorithme, je réadapte mon système. Mais par contre, la conséquence, vous allez vous la connaître, petits humains. Logique. Je termine là-dessus. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, qui c'est avec un nouvel événement à discuter ou à parler. Et que puis-je vous souhaiter bon courage, et puis surtout
vaccinez-vous. On vous le dit. Si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes des séditieux. Vous êtes des terroristes. On vous surveille.